bureau annonce les réformes organisationnelles dans 13 organismes du parti et organisations sociopolitiques au niveau central. La rationalisation de l'appareil politique devrait créer un nouvel élan de développement dans les localités. Les villages de métiers traditionnels de Hanoï s'efforcent d'améliorer la production et la qualité des produits pour construire leur marque sur le marché mondial. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au journal francophone. Le bureau politique a organisé ce lundi à Hanoï une conférence dévoilant sa résolution sur les fonctions, le rôle et les missions des agences et unités du Parti communiste vietnamien PCV, du Front de la Patrie du Vietnam et des organisations au niveau central. L'événement a vu la participation du secrétaire général du parti To Lam, le chef de l'État Lương Cường et du président de l'Assemblée nationale Trần Thanh Mẫn. Les 13 agences et unités du parti sont la Commission centrale d'organisation, la Commission centrale de supervision, la Commission centrale des affaires intérieures, l'Académie politique nationale de Ho Chi Minh, le journal Nhân dân le Peuple, le magazine communiste, la maison d'édition politique nationale Vérité, le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, la Confédération générale du travail du Vietnam, le Comité central de l'Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh, le Comité central de l'Union des femmes vietnamiennes, le Comité central de l'Association des agriculteurs du Vietnam et le Comité central de l'Association des anciens combattants du Vietnam. Ces 13 agences et unités ont été restructurées à partir de 19 entités dans le but d'optimiser leurs fonctions et leur efficacité, répondant ainsi aux exigences de la nouvelle situation. Le secrétaire général du parti To Lam a rencontré ce lundi 30 décembre à Hanoï 200 intellectuels et scientifiques à l'origine de nombreuses avancées dans leurs domaines respectifs. Prenant la parole lors de cet événement, le secrétaire général du parti To Lam a hautement apprécié les réalisations obtenues par les intellectuels et les scientifiques du pays au cours des étapes révolutionnaires du parti. Il a souligné qu'à l'heure actuelle, où le pays entre dans une nouvelle ère, le parti, l'État et le peuple ont une grande confiance et de grandes attentes envers ces intellectuels. La stratégie nationale de développement intellectuel pendant la période d'accélération de l'industrialisation et de modernisation sera révisée et évaluée au premier semestre 2025. De nouvelles réglementations pour honorer les intellectuels seront bientôt mises en œuvre avec une reconnaissance basée sur les réalisations et les résultats qui démontrent leur engagement à servir le peuple. Hanoï est la localité avec la plus forte diminution du nombre d'unités administratives communales dans le pays, avec 53 unités. Après arrangement, Hanoï compte 30 unités administratives au niveau du district et 526 unités administratives communales avec 160 arrondissements, 345 communes et 21 villes. Ainsi, Hanoï réduira 53 unités administratives communales à partir de 2025. Située dans la région économique clé de la région centrale, la province de Quảng Ngãi est le centre énergétique du pays avec une importante source de revenus budgétaires, réglementée par le gouvernement central. C'est pourquoi la rationalisation de l'appareil politique est soigneusement calculée par la localité dans le but de ne pas interrompre les activités professionnelles. Ainsi, Quảng Ngãi essaie de s'occuper des cadres soumis à la rationalisation en proposant des politiques de soutien provenant de sources budgétaires locales. Bien que l'apparence de la ville de Quảng Ngãi a changé au cours du temps, ses infrastructures ne sont pas encore synchrones. Selon le chef du service des transports de Quảng Ngãi, la gestion entre les secteurs de la construction et des transports n'est pas fluide, ce qui entraîne une mise en œuvre lente de nombreux projets d'infrastructure. Le service des transports et celui de la construction présentent de nombreuses similitudes, notamment en matière de gestion, d'investissement, de construction et de mise en œuvre de projets.
Quảng Ngãi a informé chaque fonctionnaire, employé public et travailleur de la politique de rationalisation de l'appareil politique. En conséquence, les services et les directions peuvent fusionner ou cesser leurs activités, mais il ne doit y avoir absolument aucune perturbation dans les activités professionnelles. Le personnel de chaque département continuera de transférer ses fonctions et ses tâches aux nouveaux organismes pour poursuivre son travail professionnel. Le comité de pilotage pour rationalisation de l'appareil de la province de Quảng Ngãi a tenu de nombreuses réunions pour élaborer les orientations. Au niveau provincial, Quảng Ngãi devrait réduire 6 services, 12 divisions et un centre. Au niveau du district, 34 agences professionnelles seront réduites. Cette localité a demandé de manière proactive l'avis du gouvernement sur l'utilisation du budget local pour soutenir les cadres soumis à une rationalisation du personnel. Nous essayons de restructurer les départements et services selon les directives du gouvernement central en fonction des pratiques locales. Nous ne nous contentons pas de rationaliser mécaniquement l'appareil, mais nous envisageons également de former le personnel. Avec un revenu budgétaire de près de 30 000 milliards de dong, Quảng Ngãi est la localité ayant le deuxième revenu budgétaire le plus élevé parmi les 14 provinces des régions du centre septentrional et de la côte centrale. Rationaliser l'appareil politique tout en centrant sur l'homme, telle est la stratégie de Quảng Ngãi afin de surmonter les difficultés et de créer un nouvel élan de croissance dans les temps qui viennent. Les chantiers de construction des projets d'infrastructures de transport sont plus animés que jamais à l'approche de la fin de l'année. Plus un projet d'investissement public est achevé et mis en service tôt, plus il apporte un coup de pouce économique aux localités en particulier et au pays en général. De nombreux projets accélèrent leur phase finale pour atteindre l'objectif de débourser au moins 95% des fonds d'investissement public alloués. Une planification spécifique et un calendrier détaillé sont essentiels pour garantir l'achèvement des projets dans les délais, de la libération du terrain à la construction et au déboursement des fonds. La route principale reliant la ville de Vinh à la ville de Cửa Lò est l'un des 3 grands projets de la province de Nghệ An qui ont été achevés près d'un an plus tôt que prévu. Nous vérifions l'avancement des chantiers et organisons des réunions avec les entrepreneurs pour trouver des solutions. La libération des terrains joue également un rôle crucial dans le respect des délais. La province de Nghệ An a également mis en place des groupes de travail impliquant divers départements et organismes compétents pour soutenir et résoudre les problèmes de procédure pour les investisseurs. Nghệ An a décaissé plus de 75% de ses fonds d'investissement public alloués, ce qui est nettement supérieur à la moyenne nationale. Le décaissement des fonds d'investissement public est étroitement surveillé dans toute la province, les projets étant classés en fonction de leur rapidité de décaissement. Tout goulot d'étranglement dans les procédures ou la gestion du capital est rapidement résolu. À la fin du mois de novembre, la province de Thanh Hóa avait décaissé plus de 76% de ses fonds et s'efforce désormais d'atteindre le taux de décaissement le plus élevé possible. La priorité est donnée aux projets clés de la région afin de garantir leur réalisation dans les meilleurs délais. Nous avons tenu des réunions régulières pour nous engager à achever dans les délais les objectifs de libération des terrains et de décaissement mensuel. Nous avons formé 5 groupes de travail pour surveiller et accélérer le déploiement des projets. Le décaissement des investissements publics a atteint un peu plus de 60% de l'objectif fixé par le Premier ministre à la fin novembre. Pour atteindre l'objectif de cette année de débourser au moins 95% des fonds alloués, 9,6 milliards de dollars supplémentaires doivent être déboursés en décembre et janvier. Cela représente un grand défi qui oblige les ministères, les secteurs et les autorités locales à traiter les problèmes restants de manière proactive. Cette année, le secteur agricole continue d'être un point positif de l'économie. Les exportations agricoles, forestières et halieutiques devraient atteindre un niveau record de 62,5 milliards de dollars. Les produits agricoles vietnamiens sont présents dans près de 200 pays et territoires. Cette année en particulier, de nombreux produits agricoles vietnamiens ont été approuvés pour l'exportation officielle.
Les États-Unis sont le plus grand marché d'exportation du Vietnam, avec une part de près de 22% du marché. Et à ce jour, 9 types de produits frais du Vietnam ont été exportés vers ce marché. La Chine est le deuxième marché le plus important, avec un chiffre d'affaires à l'exportation d'environ 13,5 milliards de dollars. Et la récente signature de protocole entre le Vietnam et la Chine a ouvert la voie à l'exportation officielle de 17 produits vers ce marché de plus d'1 milliard de personnes. Malgré ce record d'exportation de produits agricoles, les coûts logistiques du Vietnam représentent en moyenne 17% du PIB, soit environ 10% de plus que la moyenne mondiale, ce qui affecte directement la compétitivité des produits vietnamiens. Donc, résoudre les difficultés liées aux infrastructures logistiques est une question nécessaire pour aider les entreprises à stimuler leurs exportations. Les coûts logistiques représentent actuellement 12% des prix des produits de la mer, 23% des prix des meubles en bois, 29% des prix des fruits et légumes et 30% des prix du riz. Les coûts élevés sont dus à des productions à petite échelle et à l'incapacité des infrastructures logistiques à répondre aux besoins de transport des produits agricoles exportés. Nous devons bientôt disposer d'un centre logistique dans le delta du Mekong. Les marchandises concentrées ici contribueront à réduire les coûts de transport. Chaque année, la quantité de marchandises exportées par le delta du Mekong atteint des dizaines de millions de tonnes. La proportion des exportations directes via les ports maritimes représente moins de 5%. Les 95% restants doivent être transportés par route vers les ports de Ho Chi Minh Ville et de Bà Rịa Vũng Tàu pour être exportés. Cela augmente les coûts logistiques d'environ 10 à 15 $ par tonne de marchandises. Le système de canaux ne répond pas aux conditions de navigation. Donc, jusqu'à présent, l'ensemble de la région du delta du Mekong ne compte qu'un seul port maritime de type 1 et 11 ports maritimes de type 2. Les politiques visant à attirer les investisseurs dans les ports font encore défaut. Il est donc nécessaire de mettre en place un mécanisme plus ouvert. Nous devons draguer les chenaux des principaux fleuves pour exploiter efficacement les voies navigables. Lors de ces séances de travail avec les dirigeants de 13 provinces et villes du delta du Mekong, le Premier ministre a exhorté les localités à exploiter au maximum le potentiel et les avantages du transport fluvial. Cela contribuera à réduire les coûts de transport, créant ainsi une motivation pour le delta du Mekong à se développer de manière durable. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. Selon la circulaire numéro 59 du ministère de la Sécurité publique, à partir du 1er jour de 2025, l'unité de contrôle de l'immigration collectera les empreintes digitales et les images faciales des voyageurs vietnamiens entrant et sortant du pays aux portes frontalières. Les informations sur le processus de sortie et d'entrée dans la base de données nationale ont pour valeur de remplacer le cachet de vérification sur les documents de sortie et d'entrée des citoyens. Hanoï compte actuellement 1350 villages d'artisanat contribuant au développement économique global de la ville, créant des emplois et des moyens de subsistance pour la population. En plus de préserver et de développer l'artisanat traditionnel, les villages artisanaux de la capitale améliorent également la production et la qualité des produits, présentant ainsi la marque des villages artisanaux vietnamiens au monde.
La céramique de Bat Chang et le tissage de la soie de Vạn Phúc sont les deux premiers villages artisanaux de Hanoï à rejoindre le réseau des villes artisanales créatives du monde. Les valeurs culturelles, historiques et économiques uniques de ces deux villages sont très appréciées par le Conseil mondial de l'artisanat. Rejoindre ce réseau aidera les produits artisanaux à innover et à augmenter leurs exportations. Nous sommes très heureux que les villages artisanaux du Vietnam soient reconnus et inclus dans ce réseau. La quintessence culturelle des villages d'artisanat vietnamiens sera davantage promue dans le monde. C'est l'occasion de promouvoir gratuitement les produits en céramique Bat Chang et la soie Vạn Phúc auprès des touristes du monde entier. Moderniser les villages d'artisanat et rejoindre le réseau créatif mondial est l'un des objectifs de la ville de Hanoï en matière de préservation et de développement de l'artisanat traditionnel. Mais pour que les villages artisanaux répondent aux normes mondiales, une replanification des RAP industriels des villages artisanaux, des sources de matière et des ressources humaines est nécessaire. Nous manquons de jeunes ressources humaines. Tous les artisans ont plus de 40 ans. Nous espérons avoir un plan pour renforcer la formation. La source de matières premières s'est épuisée. Avec le bambou et le rotin, nous devons réfléchir à l'endroit où les planter et à la manière de les cultiver pour une croissance durable. En 2025, Hanoï se concentrera sur la mise en œuvre du projet de développement des villages artisanaux en éliminant les difficultés et en créant les conditions permettant aux villages artisanaux de se développer durablement. Il ne reste qu'un mois avant le Nouvel An lunaire, la fête la plus importante de l'année pour les Vietnamiens. Par conséquent, tout le monde veut se préparer à vivre un fête significatif et mémorable. Cette année, de nombreux jeunes ont décidé de porter des costumes traditionnels pour prendre de belles photos pour le Tết. C'est aussi ainsi qu'ils montrent leur anticipation d'une bonne année à venir. Reportage réalisé dans la province de Lào Cai, au nord. Organiser une belle séance photo en fin d'année, pour ces jeunes, c'est une façon de ressentir l'ambiance printanière qui arrive. Je publierai ces photos sur ma page Facebook pour les partager avec mes amis et ma famille. J'espère que ces photos aideront à préserver de beaux souvenirs du thé. Notre groupe d'amis s'est réuni pour prendre une série de photos du thé avec Lao Zé. Nous souhaitons transmettre dans nos photos l'ambiance jubilatoire des fêtes de fin d'année. De nombreux jeunes sont également prêts à investir de l'argent pour embaucher un photographe professionnel afin d'obtenir de belles photos du Tết. Les áo dài avec des accessoires tels que des éventails en papier et des branches de pêcher dans un espace romantique contribuent à créer des photos avec une forte ambiance du Tết. Mes collègues et moi avons reçu de nombreuses commandes pour prendre des photos du thé. Nous sommes assez occupés en ce moment. Cette année, les jeunes aiment vraiment prendre des photos en portant Lao Zé. Saisissant la tendance des jeunes à prendre des photos au début du Tết, les magasins de location d'áo dài et les studios de photographie profitent également des opportunités commerciales. Nous avons préparé de nombreux accessoires et costumes et monté des scènes pour les clients. Cette année, le marché est assez animé. Nous nous sommes préparés très tôt pour accueillir les clients de la meilleure façon possible. Pour de nombreux jeunes, prendre des photos pour célébrer le Tết préserve non seulement de beaux moments, mais c'est aussi pour eux l'occasion d'apprendre et d'aimer les valeurs traditionnelles du Tết. Da Nang et Hội An, au centre du Vietnam, sont des destinations touristiques incontournables pour les touristes nationaux et étrangers. Ces deux villes figurent toujours dans les classements des sites de voyage. Les paysages, à la fois classiques et modernes, attirent toujours l'attention des touristes. C'est une destination idéale pour découvrir la convergence unique des cultures Est-Ouest au Vietnam. Tout de suite, une visite guidée.
Se promener dans les rues pavées, entre les murailles sous le soleil éclatant. La beauté, les taches de mousse sur chaque brique et les rangées d'arbres. Rejoignez-nous pour un voyage dans le temps, marqué par les cultures de l'Orient et de l'Occident. Tout y converge ici, au Vietnam. Si nous avons l'occasion de voyager en Europe dans le passé, nous verrions comment les Allemands ont développé l'art de fabriquer des saucisses. Suivez-moi. C'est un procédé de fabrication allemand? Oui, c'est cela. Il faudra 30 minutes pour mélanger les ingrédients. En vous arrêtant à un petit coin de rue, vous croiserez des artistes de rue. Les artistes dessinent avec attention et passion des portraits pour les touristes. Je suis très enthousiasmé par cette activité et j'ai passé un bon moment ici. De nombreux touristes s'arrêtent pour admirer et regarder l'artiste dessiner. J'aime beaucoup cette œuvre, elle représente très bien ma personnalité et mon comportement. Par temps chaud, des fûts de bière géants exposés ici attirent les touristes. C'est ici que se déroulent les festivals de la bière. Et c'est également un endroit idéal pour les touristes qui aiment les activités dynamiques et l'ambiance festive. Je passe un bon moment ici, quel endroit merveilleux. Tout le monde est content et excité. La machine à voyager dans le temps m'a emmené dans un autre espace. Et bienvenue à Hoi An. La vieille ville de Hoi An est située dans la province de Quang Nam, au centre du Vietnam, sur la rive nord de l'embouchure du fleuve Thu Bon. Hoi An constitue un exemple exceptionnel, bien préservé, qu'une cité qui fut un port marchand d'Asie du Sud-Est du 15e au 19e siècle. Cet endroit est devenu à cette époque le port de commerce international le plus fréquenté d'Asie du Sud-Est. Cette ville est un reflet du mélange des cultures indigènes et étrangères, principalement chinoises et japonaises, et plus tardivement européennes, qui a donné naissance à ce vestige unique. Perdus au pays des souvenirs, les visiteurs semblent revivre véritablement les années passées. Les maisons nichées au cœur de l'ancienne ville de Hoi An, malgré le soleil, la pluie et le temps, racontent encore des histoires d'il y a des centaines d'années. Différentes cultures et différentes expériences ont laissé des souvenirs et des impressions inoubliables dans le cœur des visiteurs. En fin du journal, découvrons tout de suite les prévisions météo dans les principales villes du Vietnam.
Les informations sur la météo a clôturé notre journal. Merci pour votre fidélité. Au revoir et à la prochaine.